Bonjour à toutes et tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo alors que nous sommes le jeudi 2 février. Vous n'avez pas encore eu la vidéo Bookshelf Tour qui doit arriver ce samedi, donc dans 2 jours, sur la chaîne YouTube. À tout hasard, si vous n'avez pas vu cette vidéo Bookshelf Tour au moment où vous verrez celle-ci, vous ne serez pas au courant de toutes les nouveautés, à commencer par le changement de décor parce que nous avons déménagé, j'en parle en introduction de la vidéo Bookshelf Tour. Vous n'êtes peut-être pas au courant de la grande nouvelle qui va nous occuper toute l'année 2023, qui nous occupe déjà beaucoup et ce sera de plus en plus au fil des mois. On attend un petit bébé lecteur. La dernière fois j'ai pas précisé, c'est une fille, ce sera une petite lectrice, nous l'espérons. Au début de chaque vidéo je ferai un petit topo de ça. Voilà, ça pousse bien. Donc elle va très très bien pour ceux qui demandent des nouvelles. Par contre elle me met vraiment complètement à plat. Je commence tout juste mon 6e mois et j'avoue que il y a pas mal de désagréments à la grossesse. Malheureusement je ne fais pas partie de ces femmes qui vivent la grossesse comme un long fleuve tranquille. Mais bon, c'est quand même beaucoup de bonheur et malgré tous les désagréments que je peux connaître, je suis vraiment très heureuse. Bref, je suis pas du tout là pour vous parler de grossesse. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo un petit peu sur le sujet, mais bon, je suis pas une spécialiste. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire un book haul, pour vous faire le deuxième et dernier book haul, je crois que c'est le deuxième, de l'année 2022. En fait, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré les livres arrivés dans ma bibliothèque depuis le mois de juin dernier. Donc, j'ai rassemblé tout ce qui était arrivé et il y a quand même eu pas mal de choses et notamment pas mal de graphiques et je vais justement commencer par les graphiques pour ensuite passer au contemporain jeunesse et finir par l'imaginaire. Il y a pas mal d'imaginaire cette fois-ci. C'est parti, j'ai pas compté mais bon, je pense qu'on est entre 15 et 20 bouquins. Lors d'un passage à Lyon, je ne sais plus à quelle occasion, je pense que c'est à notre retour d'Irlande en fait, mais je comprends pas si c'était à notre retour d'Irlande pourquoi j'ai pas présenté ces livres dans le book haul précédent. Ça se trouve ils étaient déjà présentés dans le book haul précédent, si c'est le cas, excusez-moi, ça va faire redite, mais il me semble pas. Ou alors on est retourné à Lyon à un autre moment cet été. Donc un livre acheté à Lyon, Partir sur les chemins de Compostelle, c'est un roman graphique, c'est écrit et illustré par Lily Son que je ne connaissais absolument pas avant d'entendre parler de ce livre. C'est publié aux éditions Casterman. En fait c'est un roman graphique autobiographique puisque Lily Son nous parle de son expérience sur les chemins de Compostelle. Elle part plusieurs mois à pied, toute seule avec son sac à dos et avec très peu de choses et elle nous raconte son voyage, chaque étape une par une et elle illustre ça de dessins, de photos, de croquis. Je l'ai lu, je l'ai même chroniqué sur Instagram et sur le blog, donc si vous êtes curieux d'avoir vraiment tous les détails vous pouvez aller voir. En tout cas ça a été un gros coup de cœur, ça m'a donné envie de repartir sur les chemins, pas forcément sur les chemins de Compostelle, même si je pense qu'un jour je finirai par les faire. Ce plaisir en fait le matin de se lever, de faire son sac, de mettre ses chaussures et se dire bon bah voilà l'étape du jour c'est ça et de ne penser que à cette étape du jour mettre un pied devant l'autre. Alors effectivement là aussi il y a pas mal de désagréments pendant ces expériences là, il y a parfois des souffrances physiques, parfois on a faim, on a soif, on est fatigué, il pleut, enfin il y a un mauvais temps et en même temps c'est tellement apaisant, satisfaisant de faire ce genre de choses qu'on arrive à la fin de la journée, on en a plein les pieds, on est fatigué, mais on savoure tellement la douche chaude, le repas du soir et les rencontres qu'on peut faire sur le chemin et juste la fierté d'avoir réussi une étape. C'est vraiment une expérience à vivre, alors en solo ou à plusieurs, même si le solo c'est vraiment une expérience toute particulière. J'aime autant marcher en solo que marcher en duo avec Jason, avec Monsieur Loup, même si c'est différent. J'aime les deux et je vous conseille de tester les deux si vous avez l'occasion de le faire. Pas forcément sur des longues distances, pas forcément sur plusieurs mois, mais ne serait-ce que quelques jours, partir comme ça aère tellement la tête et quand on revient, on pense différemment, on a une autre conception des choses, on a une autre conception du quotidien. Alors parfois ça peut faire un peu de mal parce qu'on se rend compte que le quotidien qu'on vit finalement c'est pas celui qu'on aimerait vivre et donc ça peut remettre en question pas mal de trucs. C'est une expérience à faire à mon avis. Autre graphique, c'est le 4e tome de l'Odyssée qui fait partie du grand cycle de la sagesse des mythes qui est dirigé et écrit je crois par Luc Ferry
Et il y a aux illustrations et à la colorisation Clotilde Bruno et Giuseppe Beiguera. Voilà, moi j'ai l'édition France Loisirs, il me manquait que ce 4e tome sur 4 pour avoir tout le cycle de l'Odyssée complet. Une saga que j'aime assez, en tout cas pour les tomes que j'ai lus, j'ai trouvé ça plutôt efficace. Je pense que c'est quand même assez inégal d'un tome à l'autre, d'un mini-cycle à l'autre. Et puis ça dépend de toute façon de nos goûts par rapport aux personnages et aux aventures qui sont présentées. Si vous êtes intéressé par la mythologie grecque, ça peut être une série à feuilleter. Je continue dans les graphiques, mais je reste cette fois du côté des albums pour la jeunesse. Et alors là, ça a été la débandade ces derniers mois. Et je pense que ce n'est pas fini, puisque maintenant que un petit bout va arriver dans nos vies, j'ai encore plus d'arguments pour continuer ma collection d'albums jeunesse. Bref, j'ai 3, 4, 5, 6, 7 albums documentaires pour les petits à vous présenter. Je commence par un pop-up que j'adore. En fait, on l'utilisait pas mal dans mon ancien travail en accueil de classe. Il fonctionnait super bien. J'adore le message, je le trouve très très beau. Je peux que vous le conseiller, c'est Dans la forêt du paresseux de Anouk Boisrobert et Louis Rigaud aux éditions Hélium. Ça parle de déforestation malheureusement et d'un petit paresseux qui se retrouve tout seul sans forêt autour de lui. Mais le message à côté de ça est positif, plein d'espoir. La vie renaît de ses cendres. Et j'aime beaucoup ce message, notamment pour les petits. On reste dans la forêt avec The Grizzly Itch de Victoria Cassanel. C'est une édition anglaise, américaine, enfin en tout cas en VO en anglais. J'ai eu l'occasion de le lire donc à la fois en VO et à la fois en français et je le trouve vraiment très amusant. Le vocabulaire est pas très compliqué et je le trouve aussi très 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 beau. J'aime énormément ces teintes. Donc là c'est l'histoire d'un ours qui cherche un arbre pour se gratter. Il a son arbre préféré, mais son arbre préféré est coupé, abattu par un castor qui en a besoin pour créer son barrage. Donc ça crée un petit conflit entre les deux. Comment est-ce qu'ils vont régler ça? Je vous laisse feuilleter, aller lire ce livre en librairie, en bibliothèque. On reste du côté de la nature mais pas forcément dans la forêt avec le très très bel album Maison de Isabelle Simler aux éditions Courtes et Longues. Vous connaissez peut-être mon amour pour Isabelle Simler, je pense que c'est mon illustratrice préférée. Elle est exclusivement, il me semble, publiée aux éditions Courtes et Longues. Je commence à en avoir pas mal et celui-là va définitivement faire partie de mes préférés, même s'il n'a pas encore détrôné Do Rêveur qui reste vraiment le top du top du top du top. En tout cas c'est quelqu'un qui adore la faune et la flore, qui observe beaucoup autour d'elle et notamment les petites bêtes, les minuscules. J'adore voir toutes les beautés qui peuvent nous entourer et là c'est vraiment très très bien retranscrit. Allez, on reste encore du côté des animaux avec un très très beau... Alors c'est pas un album, c'est plutôt un livre documentaire, c'est plutôt un imagier qui a plus de 20 ans maintenant et qui a été réédité cette année. Je l'avais découvert il y a plusieurs années quand je travaillais en groupe scolaire et là quand j'ai vu qu'il avait été réédité, je me suis dit que c'était un classique à avoir dans nos collections et donc je suis ravie. C'est un gros livre, un grand livre, c'est Zoologique de Joël Jolivet aux éditions Seuil Jeunesse. C'est donc un imagier qui présente les animaux et vous verrez dans l'insert, sur chaque planche on va revenir sur une caractéristique particulière des animaux présentés, soit parce que ils vivent tous au même endroit, soit parce qu'ils ont tous des cornes, soit parce qu'ils ont tous des plumes, ce genre de choses. Je trouve ça hyper intéressant, moi qui suis vraiment passionnée par les animaux, mais bon si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous commencez à me connaître. Encore des animaux à l'honneur, il y a beaucoup d'animaux dans les albums que j'achète, mais là pour les un peu plus petits, c'est signé Anne Crozaz aux éditions Memo, une illustratrice que j'aime pas mal, et là c'est son dernier album qui s'appelle Quand il fait mauvais temps. C'est pas celui que je préfère d'elle, mais je trouve le sujet abordé plutôt original et sympathique. C'est comme le titre l'indique, quand il fait mauvais temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour les animaux et qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Donc on va suivre sur chaque double page un animal, notamment un animal familier ou de la ferme. À chaque fois, ce qui est assez amusant dans cet album, c'est que sur chaque double page, vous avez un indice de ce qui va suivre sur la double page suivante. Voilà, c'est des dessins qui sont
beaucoup plus rond, beaucoup plus simpliste que Isabelle Simler par exemple. C'est pour ça que à mon avis Anne Crozaz est beaucoup plus abordable pour les petits lecteurs et que Isabelle Simler ce sera pour les un peu plus grands. On continue toujours avec des animaux, décidément. Là c'est pas un pop-up mais c'est un livre sonore. C'est le premier que j'ai dans ma collection. J'en avais encore jamais acheté. C'est vrai que ça n'a pas une durée de vie extrêmement longue les livres sonores, notamment en bibliothèque, hein, on en achète assez peu. Et c'est dommage parce que je trouve ça super important, super intéressant d'associer les sons à la lecture et les enfants sont très attentifs quand il y a des sons, que ce soit des petits instruments ou là pour le coup des sons d'animaux, puisqu'on va faire une petite promenade en hiver et on va écouter les animaux de l'hiver. C'est de Géraldine Kono et c'est aux éditions Amatera. Donc là voilà, sur chaque double page on se déplace un petit peu plus dans la neige en hiver et sur chaque double page il y a un son différent d'animaux, surtout d'oiseaux. Mais bon, il y a un petit peu de tout. Je trouve les dessins, la colorisation assez douce. Donc je suis assez contente d'avoir ajouté ce livre à notre collection. Le tout dernier album que j'ai acheté les 6 derniers mois de l'année 2022, c'est Le Flocon de Noël de Benji Davis aux éditions Milan, qui là est une pure histoire. Et il n'y a pas d'animaux. La nature intervient. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un livre qui était vraiment adorable. J'aime beaucoup les illustrations de Benji Davis que je trouve toutes douces. Notamment, je sais pas quelle technique il utilise, mais là on le voit assez bien dans les paysages. Les flocons de neige, je trouve ça très très doux, très très beau. Donc une belle histoire pour Noël, pour l'hiver. En fait, je viens de compter le nombre de livres que je vous présente et il y en a 27. Pas du tout 15. Bon, c'est 6 mois, hein, donc ça va. Si en 6 mois je n'achète ou ne reçois que 27-30 livres, ça fait a priori moins de 60 à l'année, donc ce qui est plutôt très raisonnable finalement. Je reprends avec la littérature plutôt blanche on va dire et jeunesse. Donc côté littérature blanche, bon pour le coup pas tellement puisque c'est plutôt de l'historique, et j'ai reçu grâce aux éditions Le Cherche Midi le nouveau livre de Jim Fergus, nouveau livre qui s'appelle May et Chance. Jim Fergus c'est celui qui a écrit 1000 femmes blanches et ses deux suites, La Vengeance des mers et Les Amazones. J'ai lu 1000 femmes blanches que j'avais adoré. Vraiment ça a été un énorme coup de cœur que je peux que vous conseiller si ce sont des thématiques qui vous intéressent. La Vengeance des mers m'avait plu mais sans plus, et j'ai pas lu Les Amazones par contre. Mais même si ça se passe avec les mêmes personnages et même si ça se passe après la trilogie, on m'a bien dit que ça pouvait se lire indépendamment de la trilogie. Donc j'espère que je vous louperai pas trop de choses, que j'aurai quand même assez de références. C'est donc de la littérature historique. Là on est en 1875-1877, donc à la fin du 19e siècle aux États-Unis, au moment vraiment où il y a ce conflit, si on peut parler de conflit, je dirais plutôt génocide, des natifs américains, des Amérindiens. Je ne sais plus quel est le terme le correct à utiliser maintenant. Amérindien, je suis plus sûre que ce soit d'actualité non plus. Natif américain, je pense. Bref, voilà, c'est vraiment dans ce contexte-là. Et donc avec une héroïne, May, qu'on découvrait dans 1000 femmes blanches, c'était l'héroïne principale, très très forte, une femme blanche qui était envoyée avec 1000 autres à toute une tribu de natifs américains en échange de je ne sais plus quel traité, quel traité de paix. Et ces femmes, souvent, c'était des femmes qui avaient été enfermées dans des asiles psychiatriques, conditions du 19e siècle des femmes assez atroces. C'est simplement que leur famille avait envie de se débarrasser d'elles parce que elles avaient eu des enfants hors mariage, elles avaient commis l'adultère, enfin ce genre de choses, elles étaient un peu trop extravagantes, etc. Donc on s'en débarrassait en les mettant dans des asiles. Et donc 1000 femmes ont été échangées et sont parties dans des tribus de natifs américains, dont May, l'héroïne qu'on retrouve donc dans cette suite. J'espère retrouver la magie de 1000 femmes blanches, enfin la magie, sujet très très dur, hein, mais disons le côté émotionnel très prenant de 1000 femmes blanches qui m'avait vraiment mis un coup. Puis j'avais appris vraiment beaucoup de choses. J'ai acheté le très court Misogynie de Claire Keegan aux éditions Sabine Westpizer. Très très court.
Il fait une quarantaine de pages. D'ailleurs, il est assez cher pour la taille, hein, 8 € pour 40 pages. Mais bon, c'est du Claire Keegan, c'est du Sabine Westpizer, donc c'est souvent de la qualité. Claire Keegan, qui est une autrice irlandaise que j'ai déjà lue à 2 reprises. Des textes qui sont assez engagés, assez forts et qui mettent les sujets féminins en avant. Avec la misogynie, je pense qu'on est en plein dedans. Et je vous avoue que je n'ai absolument aucune idée du sujet de cette nouvelle. Je me suis vraiment basée sur le titre et sur l'autrice et je me suis dit que il fallait que je le lise. En tout cas, il sera vite lu celui-là, il sera lu au courant du mois de février puisque je l'intègre au challenge Petit mois, petite lecture ou février tapal, de challenge qui mettent en avant les petits livres pour le mois de février qui est un petit mois. Alors celui-là, je l'intègre pas à ma pile à lire pour le mois de février puisqu'il dépasse les 730 pages, donc non, je ne le lirai pas au mois de février, mais j'espère le lire en 2023. C'est L'Arbre Monde de Richard Powers aux éditions 10-18 que j'ai acheté à Lyon aussi, donc lors de cette journée lyonnaise, je ne sais plus pourquoi on était à Lyon. Je l'avais vu juste avant sur un compte Instagram que je suis, qui est le compte de Hélène Lettres d'Irlande, que je vous conseille. Elle l'avait adoré, ça avait été un gros coup de cœur. Ça m'avait intriguée, quand je l'ai vu dans la librairie, j'ai feuilleté, j'ai lu la 4e de couverture et je me suis dit que c'était un titre qui avait tout pour me plaire et je fais confiance à Hélène, donc je n'ai pas hésité très longtemps. Ça parle d'arbres, d'écologie en gros. On va suivre une botaniste et qui travaille sur la communication qu'il peut y avoir entre les arbres. C'est un sujet que je trouve assez passionnant et que j'avais découvert grâce à un best-seller qui est sorti il y a quelques années, que je vous conseille aussi, qui est un best-seller documentaire, hein, c'est pas un roman, de Peter Wallenben, je sais plus, un Allemand. Bon, je vous mettrai un petit insert si ça vous intéresse. C'est un documentaire que j'avais trouvé assez intéressant, un peu obscur parfois, mais quand même assez grand public. On apprend que les arbres en fait communiquent entre eux grâce à leurs racines notamment, et communiquent aussi beaucoup avec tous les petits champignons. C'est vraiment fascinant de découvrir ça. Du même auteur, Peter Wallenben, je ne sais plus exactement. Il y avait un truc sur les animaux que j'avais trouvé aussi super intéressant. Je crois que c'est La vie secrète des animaux, donc son best-seller sur les arbres, ça doit être La vie secrète des arbres. Bref, quand j'ai lu la 4e de couverture, ça m'a fait penser un petit peu à ça, et c'est tout ce que je sais. Donc sur 700 pages, je sais pas trop ce qu'on va nous raconter. Apparemment il y a un séquoia qui est menacé de destruction en Californie. Ça va rassembler 9 personnes et on va découvrir le destin de ces 9 personnes qui convergent vers ce séquoia qui est menacé de destruction. On nous dit que c'est un drame écologique aux dimensions symphoniques. Je ne sais pas. On verra, en tout cas le sujet me parle. On change complètement de style. On part plutôt du côté du polar et du cozy mystery en fait, avec le tome 6 de la série Agatha Raisin de MC Beaton aux éditions France Loisirs, collection Piment Noir. Ce 6e tome s'appelle Bon baiser de Chypre. Non pas du tout, c'est pas Bon baiser de Chypre, c'est Vacances tourisques. Bon baiser de Chypre c'est un petit mot qui est en dessous, mais oui le titre ça doit être Vacances tourisques. J'étais un petit peu désappointée et assez dégoûtée en fait quand je suis allée acheter ce tome 6 parce qu'en fait il me manque le tome 5 dans la collection Piment qui j'ai l'impression n'est plus édité. On peut seulement le trouver d'occasion et il n'y a pas tant d'offres que ça sur Le Bon Coin, Vinted, etc. Et ça m'embête de l'acheter dans l'édition d'origine Albin Michel parce que c'est pas le même format. Si j'achète tous les autres dans cette édition France Loisirs Piment en poche, j'aimerais bien avoir le tome 5 aussi. Parce que je vais pas pouvoir lire ce tome 6 avant d'avoir lu le tome 5. Parce que même si ce sont à chaque fois des enquêtes différentes, on suit quand même les mêmes personnages, notamment la principale, hein, Agatha Raisin, qui évolue quand même de tome en tome. Donc même si on peut les lire indépendamment, je pense que c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre. Jusque là je l'ai fait, j'ai lu les 4 premiers tomes dans l'ordre et j'aimerais bien continuer sur cette lancée. Donc si vous avez un bon plan pour acheter ce tome 5 dans la collection Piment de France Loisirs, n'hésitez pas à me le dire. Bon, Agatha Raisin sans prise de tête, j'aimerais bien trouver le tome 5 avant l'été prochain puisque j'aime bien me lire 1 ou 2 tomes chaque été d'Agatha Raisin. Je trouve que ça se marie plutôt bien. En parlant d'été, un été de poésie, d'amour et de vie.
de Bernard Friot aux éditions Milan. Ça c'est un cadeau de Noël de ma belle-sœur, puisqu'elle sait que je suis pas très friande de poésie, que cette année 2022 j'ai essayé de lire de la poésie mais que ça n'a pas été concluant. Donc elle m'a dit je t'offre ça, enfin je vous offre ça, puisque Jason en a profité aussi, il l'a lu il y a quelques jours, quelques semaines, et vous verrez ça va vous réconcilier avec la poésie. On peut que aimer la poésie une fois qu'on a lu ce livre là. C'est de la littérature jeunesse, j'en sais pas bien plus, c'est des adolescents, jeunes adolescents, hein, ils ont 13 ans, qui vont se retrouver en été dans un atelier de poésie. A priori ils ont pas trop le choix, ils se retrouvent contraints d'assister à cet atelier, et bah, ils vont se découvrir aussi un amour naissant pour cette activité. À voir. En tout cas merci Agathe si tu passes par là. J'espère que effectivement j'apprécierai davantage la poésie après avoir lu ce titre là, que j'ai mis aussi dans ma pile à lire du mois de février, puisqu'il fait moins de 200 pages, il est court, donc j'espère bien le lire dans les prochaines semaines. On continue dans la littérature jeunesse, bon là un peu plus enfantine, avec un tome de la saga Will et ses frères. Ce tome là s'appelle La vengeance du pirate, c'est de Owen Colfer, qui est un auteur irlandais, qui est celui qui a écrit la saga Artemis Fall. Celui-là est arrivé dans ma bibliothèque lors de cette fameuse et mystérieuse journée lyonnaise de cet été, puisque c'était un livre offert pour l'achat de livres. J'ai déjà lu le premier tome de la saga Will et ses frères, qui s'appelle Panique à la bibliothèque. Je n'ai absolument aucune idée de quoi parle cette histoire. C'est de l'aventure typique jeunesse, hein. J'avais bien aimé Panique à la bibliothèque, donc deux frères qui se retrouvaient enfermés à la bibliothèque. Leur mère les forçait à aller à la bibliothèque absolument, alors qu'ils n'aimaient pas lire du tout, et finalement on va y passer quand même un assez bon moment. Là je pense que ça va être un petit peu sur le même genre d'idée, mais a priori ça va parler de pirates. Étant donné le sous-titre, je pense que je me trompe pas trop en avançant ça. Et enfin, dernier titre jeunesse arrivé dans ma bibliothèque ces derniers mois, l'Icabog de J.K. Rowling, qu'on ne présente plus, aux éditions Gallimard Jeunesse. Bon, moi, je sais pas trop quoi vous dire par rapport à ce livre là, si ce n'est que c'est quand même plus jeunesse que Harry Potter, et que à part les Harry Potter je n'ai pas lu J.K. Rowling dans autre chose, donc je suis quand même assez curieuse de voir si elle sait se renouveler dans complètement autre chose ou pas du tout. Ça reste un monde imaginaire hein, a priori, mais ouais, pour des plus jeunes que Harry Potter quand même, je pense. Mais j'en sais pas bien plus, mais en même temps je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Allez, on continue et on termine par la littérature imaginaire, et il y en a pas mal cette fois-ci. Il est vrai que ces dernières années, la littérature imaginaire n'était pas forcément ce que j'achetais le plus. Mais là, ça a pris quand même pas mal de place dans mes achats-réceptions de ces derniers mois. À commencer par, là aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter cette série? Les 6 tomes de la série Blackwater de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Au début, je voulais pas forcément me laisser tenter par cette série, qui me tentait pas plus que ça, et puis bon, de la voir un peu partout, j'étais à la fois assez curieuse de me faire mon propre avis et en même temps pas forcément très pressée de me faire cet avis là. Et puis finalement j'ai eu l'occasion d'acheter le tome 1 qu'on a lu avec Jason tous les deux. Il a plutôt moyennement accroché, même s'il était curieux de lire la suite. Moi j'avoue que le tome 1 a vraiment très bien fonctionné sur moi. Donc Jason a terminé la lecture de ces 6 tomes. Je vous invite à aller voir son avis sur le premier tome sur son compte Instagram. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Moi pour le moment j'ai lu le premier tome, donc qui m'a vraiment beaucoup accroché, et le deuxième tome que j'ai lu tout récemment là au mois de décembre, qui m'a accroché mais pour des raisons un petit peu différentes. Dans le premier tome, ce que j'ai vraiment trouvé très efficace, c'est les scènes de fantastique que j'ai trouvé très visuelles, très marquantes. Dans le tome 2, finalement le fantastique est pas hyper présent, à part une scène qui est plutôt marquante, mais sinon dans les 200 autres pages il n'y a pas vraiment de fantastique. En revanche c'est plutôt l'aspect développement familial, développement des relations et des personnages qui est un peu plus enrichi, travaillé dans ce tome 2 et que j'ai trouvé plus intéressante. Et je me suis arrêtée là pour le moment, mais je compte bien lire les 4 derniers tomes
pendant cette année 2023. J'ai pas mis le tome 3 dans ma pile à lire pour le mois de février parce qu'il dépasse les 200 pages et je voulais vraiment me concentrer sur des livres de moins de 200 pages. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous présente vraiment cette saga. On en a beaucoup entendu parler, souvent en bien, même si il y a des gens qui ont été assez déçus et qui comprennent pas son succès, mais globalement ça a vraiment cartonné et ça a vraiment trouvé son public. Je pense que la beauté des éditions y est aussi pour quelque chose. C'est vraiment bien joué hein, de la part de l'éditeur français qui a repris ce créneau et qui a gardé le côté feuilleton, puisque c'est quand même une série qui a été publiée à la base dans les années 80 aux États-Unis et nous ça n'arrive en France qu'en 2022. C'est vraiment bien joué de la part de monsieur Toussaint Louverture qui a trouvé la poule aux œufs d'or. J'essaye de changer de position et je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai le nerf sciatique qui se réveille et qui me fait pas mal. Je suis un peu plus basse mais parce que j'ai étendu ma jambe. J'espère que ça va aller jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, un des désagréments de la grossesse et notamment du 5e, 6e mois. J'avais pas du tout de problème de ce point de vue là avant, mais là ça y est, ça commence à se réveiller, notamment la nuit. Mais ouais, ça dépend des positions qu'on adopte. Et là pour le coup je pense que je suis très mal installée. Pour les prochaines vidéos il faudra que je réfléchisse à une autre façon de m'installer. Allez, je continue avec l'imaginaire, avec le 2e tome des Enfants Indociles de Shinhan Maguire. 2e tome qui s'appelle De brindilles et d'os et c'est aux éditions Pygmalion. Le 1er tome s'appelait Les Portes Perdues et moi je l'ai pas lu. Mais on peut les lire indépendamment. J'ai lu De brindilles et d'os cet automne et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors j'ai pas adoré, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de très bonnes idées, l'écriture très sympa, ça fonctionnait bien, un univers très visuel et je suis assez curieuse ouais, de lire les autres tomes. Donc normalement je vais recevoir le tome 3 dans les prochains jours, prochaines semaines, mais il faudrait que je trouve quand même le tome 1. Ça peut se lire indépendamment parce que ça se passe pas forcément dans les mêmes mondes parallèles, même si on retrouve des personnages d'un tome à l'autre, on les retrouve pas au même moment de leur vie. Là dans De brindilles et d'os, on va découvrir deux sœurs jumelles, Jill et Jack, Jacqueline et Gillian, de leur naissance, de leur conception même, au moment où elles vont toutes les deux descendre un escalier qu'elles trouvent au fond d'une vieille malle et elles ont 12 ans à ce moment-là et elles vont découvrir un monde parallèle dans lequel elles vont être piégées, enfermées et on va découvrir comment elles évoluent dans ce monde parallèle. Il y a tout le côté gémellité, ces deux sœurs qui n'ont absolument rien en commun et donc elles évoluent de façon différente et quand elles arrivent dans ce monde là plein de dangers, c'est intéressant de voir comment elles s'adaptent et quels traits de leur caractère ressortent justement dans ce monde là. Est-ce que ça va les rapprocher ou au contraire pas du tout? J'ai trouvé que c'était un traitement qui était intéressant et je vous disais ça parce que si j'ai bien compris, dans le 1er tome, Les Portes Perdues, donc on avait déjà fait la connaissance de Jack et Jill, mais au moment où elles retournaient dans notre monde réel, quand elles ont 17 ou 18 ans je crois. Dans le tome 1 on les rencontre alors qu'elles sont quasi adultes et là on découvre leur vie avant, comment elles en sont arrivées là. Donc tout ça pour dire que vous pouvez lire les deux tomes indépendamment et a priori ça sera pareil avec le tome 3. Et comme pour Blackwater, si ça vous intéresse, il y a ma chronique en ligne sur Instagram et sur le blog. Il y a aussi ma chronique en ligne sur Instagram et sur le blog pour Jusque dans la Terre de Sue Rainsford aux éditions Aux Forges de Vulcain que j'ai aussi lu cet automne. Sue Rainsford, c'est une autrice irlandaise, une jeune autrice irlandaise et il me semble que Jusque dans la Terre c'est son premier roman. En tout cas son premier roman traduit, mais je pense que c'est son premier roman et il a fait très forte impression. Moi je vous avoue que je ne sais toujours pas si j'ai aimé ou pas ce livre. Ce que je peux dire c'est qu'il est hyper marquant, ça c'est sûr, il laisse pas indifférent. Visuellement il se passe quand même pas mal de choses, il y a des côtés un petit peu dérangeants, un peu beaucoup même, mais en même temps il m'a peut-être manqué quand même quelque chose, notamment au niveau de l'intrigue, pour vraiment accrocher complètement. Je sais même pas comment vous résumer cette histoire, c'est un peu un ovni, c'est un peu bizarre, c'est un peu du fantastique. On est dans un monde qui a priori n'est pas vraiment le nôtre et en même temps qui est pas si éloigné non plus. On sait pas trop à quelle époque ça se passe, ni vraiment dans quel endroit ça se passe. On sait juste qu'il y a une sorte de petit village et aux abords, à l'extérieur de ce village, il y a un père et sa fille qui vivent dans une petite cabane pas très loin de la forêt. La fille s'appelle Ada
c'est surtout elle qu'on va suivre hein, en fait, hein, c'est le personnage principal. Et le père n'a pas de nom, je crois qu'il s'appelle le père. Par contre ce qu'on comprend très vite, ce qu'on nous dit très vite, c'est que ce père et cette fille ne sont pas des êtres humains normaux. Moi j'ai eu l'impression que c'était des sortes de golems, donc ces créatures qui viennent de la terre, qui sont très liées à la nature, aux racines, à la terre, à la forêt, et qui ont des pouvoirs un petit peu particuliers. Leur pouvoir, et c'est pour ça que les gens du village viennent les voir, c'est qu'ils arrivent à soigner les maux plus ou moins du quotidien, plus ou moins graves, les maladies plus ou moins graves, souvent en entrant à l'intérieur, enfin en entrant les mains à l'intérieur, notamment des viscères, du ventre, du cœur, des personnes malades, et ils arrivent à enlever ce qui pose souci. Donc ça c'est pour le soin simple on va dire. Pour le soin un petit peu plus complexe, il faut que les humains, les villageois, aillent se faire enterrer dans la terre du jardin, qui est régénératrice apparemment, pour pouvoir être soignés. C'est leur quotidien et même s'ils ne sont pas intégrés dans la communauté parce que ce sont des êtres un petit peu bizarres et qu'on se méfie d'eux, ce sont quand même des soigneurs qui sont sinon appréciés, au moins tolérés et utiles, et tout ça va un petit peu beaucoup changer, éclater au moment où Ada, l'héroïne, la jeune fille, va découvrir les premiers émois de l'adolescence avec un jeune adolescent du voisinage qui a lui une histoire familiale assez tortueuse. Je comment dire ça pour pas vous spoiler, mais voilà, il est pas très clean non plus, et c'est ce qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière et qui va tout modifier dans le quotidien de ce père et de cette fille et du village finalement en entier. Donc des scènes très marquantes visuellement. Ça fait appel un petit peu au sens si vous voulez, on imagine très bien l'odeur de la terre, de l'humus, de la forêt, on visualise très bien les scènes qui nous sont racontées, notamment les scènes de soins un petit peu bizarres. Mais niveau intrigue, ouais encore une fois il m'a manqué un petit quelque chose. Donc super étrange, pas inintéressant, un ovni. Je pense que je lirai le prochain roman traduit de Saul Rainsford, qui sera sans doute traduit aux Forges de Vulcain également, et à mon avis ça sera tout aussi bizarre, mais bon ça me donnera peut-être une idée un petit peu plus précise de ce qu'elle peut faire, et surtout de est-ce que ça me plaît ou pas. Allez, il me reste plus que 3 livres, je vais accélérer un petit peu. Au mois de novembre, nous sommes allés à Paris pour aller voir le concert de Elung à l'Olympia, c'était mon cadeau d'anniversaire, et c'était un super cadeau. C'était vraiment génial. Si vous ne connaissez pas Elung, je vous invite à aller voir notamment leur clip Anohana, qui est absolument magnifique et qui maintenant fait partie vraiment de mes clips préférés. Et en concert, c'est vraiment une expérience folle. Bon, après, il faut aimer le côté mystique. En tout cas, nous, on a vraiment adoré. C'était génial. Et comme on était un peu plus de 24 heures sur Paris et qu'on a dormi une nuit sur place, forcément, on a fait un petit tour des librairies. Et nous sommes allés dans la librairie spécialisée en imaginaire, le Nuage Vert. Cette petite librairie très sympa est dans le quartier du Marais, si je dis pas de bêtises, à vérifier. En tout cas la librairie Le Nuage Vert, qui est spécialisée en imaginaire, et donc avec Jason nous n'avons pas pu nous empêcher d'y aller et de faire quelques achats. Moi j'en ai acheté 3 et je crois que Jason en a acheté au moins 2. J'ai pris un petit poche, Demain les chiens de Clifford D. Simak aux éditions J'ai lu. Donc ça c'est un livre qui est considéré comme un classique de la science-fiction, qui m'a été grandement conseillé par un de mes anciens collègues de Clermont, qui avait des goûts très sûrs. Je lui fais entièrement confiance. Je suis incapable de vous résumer l'intrigue, il me semble, mais vraiment je veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas relu la 4e de couverture, que on est dans un monde qui est gouverné par les chiens. Les hommes ont disparu et ce sont les chiens qui gouvernent, plus ou moins la planète des singes a priori, mais avec des chiens. J'imagine que ce contre-pied va dénoncer pas mal de choses de notre société humaine à nous, et donc ça doit être assez intéressant. Et ouais, ça date quand même des années 50 puisque il a eu un prix en 1953. Donc si c'est aussi percutant que Des fleurs pour Algernon de Daniel Case, qui fait partie de mes classiques de SF que j'ai adoré et que je conseille, partie de mes grands coups de cœur, de mes lectures préférées ever. Si c'est aussi bien que Des fleurs pour Algernon, je pense que ça devrait être une claque et ça devrait aussi beaucoup me plaire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je suis curieuse de découvrir ça. On continue avec une suite de séries que j'attendais assez impatiemment parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. C'est le tome 2 de Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas. Tome 2 qui s'appelle L'Empire des Abysses aux éditions Mnemos. C'est le 2e et dernier tome, donc second tome plutôt on devrait dire.
c'est une duologie, c'est terminé. Que vous dire d'autre? Je vais pas vous spoiler parce que c'est pas cool, et puis en plus j'en suis incapable parce que j'ai lu le premier tome il y a 2 ans maintenant, et donc je suis incapable de vous en faire un résumé. En tout cas je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il faisait partie du prix Imaginal des bibliothécaires et j'avais voté pour lui pour le premier tome. Pour moi c'était évident que c'était lui mon préféré. J'avais adoré l'univers, j'avais trouvé ça dynamique, intelligent, le personnage bien croqué. Franchement pour un premier tome je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui se passaient et que c'était vraiment bien mené et intéressant. C'est tout naturellement que j'ai envie de lire la suite forcément, mais il faudra quand même que je lise un résumé du tome 1 avant de lire le tome 2. Et je termine avec le dernier achat dans la librairie Le Nuage Vert, achat un petit peu compulsif. J'avais envie de l'acheter depuis sa sortie et même depuis avant sa sortie, puisque l'année dernière à la médiathèque nous avions eu l'occasion d'inviter l'auteur qui nous avait parlé de cette sortie là, de cette future sortie. Juste le titre et la thématique, et voilà, je m'étais dit quand il sortira je l'achèterai. Finalement j'ai mis quelques mois à le faire, mais je pense qu'il a été en rupture de stock assez rapidement. Donc l'auteur c'est David Brie et le titre c'est Le Chant des Géants, aux éditions HSN, L'Homme sans nom. C'est un livre qui est relié et qui est plutôt très joli. De David Brie j'ai lu pas mal de choses maintenant, puisque comme on l'invitait à la médiathèque, c'était pas mal d'avoir lu pas mal de trucs pour pouvoir l'interviewer et mener un peu la conversation. Donc j'ai lu Que passe l'hiver, qui a ma préférence pour le moment. J'ai lu La princesse au visage de nuit, c'est le premier d'ailleurs que j'ai découvert de lui, qui avait plutôt bien fonctionné, même si la fin, voilà, j'étais un peu mitigée, mais bon, pour tout le reste c'était super. Les 2 premiers tomes il me semble des Héritiers de Brizen, qui est sa série jeunesse. Et qu'est-ce qu'il a écrit d'autre, David Brie? Il a écrit un truc ado dans un Paris un peu revisité, je me souviens plus du titre, que j'ai lu aussi. Donc en fait ouais, je commence à avoir lu quand même quelques-uns de ses livres. Alors aujourd'hui je suis incapable de vous résumer l'histoire. Je sens juste qu'il y a un vent de celticisme là-dedans, donc je pense que ça ne peut que me plaire. On est sur une île, sur la lande, en bord de mer, dans un château étrange. L'île d'Oestan, ça sonne un peu breton quand même, en tout cas ça sonne un peu celte. Il y a des géants, il y en a 3, ça parle de trahison, d'amour. Je pense que je le lirai en 2023, j'espère. Pas au mois de février en tout cas, parce qu'il dépasse largement les 200 pages, et que petit mois, donc c'est pas la peine de mettre 30 livres dans ma pile à lire. Et voilà, j'en ai terminé avec ce book haul qui est donc celui qui clôture l'année 2022. Je vous épargne les livres déjà arrivés dans la bibliothèque en 2023, puisque le mois de janvier a été assez riche en acquisition. Je crois qu'il faut que j'arrête d'aller à la librairie. Donc non, autre objectif de ce mois de février, c'est non seulement de lire des petits livres, de faire descendre ma pile à lire, mais aussi et surtout de faire un no-buy pour le mois de février. Voilà, j'espère que cette fois la luminosité, le cadrage seront assez satisfaisants, que le focus aura bien été fait. J'ai l'impression que oui, je ne suis pas floue. En revanche, on est en fin d'après-midi maintenant et j'ai l'impression que la lumière est tellement pourri que ça me fait des cernes, pas possible. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On commence à être pas mal en retard maintenant, mais on aimerait bien quand même avec Jason vous faire, comme l'année dernière, un petit top de nos meilleures lectures 2022 et peut-être un petit flop, puisque je pense qu'il y a quand même quelques lectures qui nous ont déçus. Cette année on est carrément en retard. Est-ce que ça vaut toujours le coup de le faire, même si ça sort que fin février voire début mars? Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Au mois de mars arrivera également, je pense, une pile à lire pour vous présenter The Irish Readathon. Comme tous les ans, j'y participerai, je pense. J'ai pas du tout suivi s'il y avait déjà eu des annonces du côté des organisatrices irlandaises qui s'occupent de ce challenge là, mais même si elles ne le font pas cette année, ou même si elles font un format qui ne me convient pas forcément, de toute façon au mois de mars je lirai de la littérature irlandaise et je vous ferai une petite pile à lire pour vous présenter ça. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusque là, je ne le dis pas souvent, mais surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager, voire à commenter si vous avez un petit peu de temps devant vous. C'est vraiment ce qui fait que les vidéos sont un petit peu référencées et ne tombent pas complètement dans l'oubli, dans l'algorithme YouTube, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein. Si les vidéos ne sont pas vues, partagées, commentées, elles ne remontent pas dans l'algorithme, donc elles ne sont pas proposées à d'autres futurs viewers, elles sont encore moins vues. Moins vous les regardez, moins c'est regardé, plus vous les regardez et partagez et interagissez avec, et plus c'est regardé, partagé et mis en avant par YouTube. Puisque ce qui intéresse YouTube, c'est forcément de faire des vues, que la pub soit vue et de faire de l'argent. Ils vont pas mettre en avant des vidéos qui a priori n'intéressent pas. Bref,
Voilà, si vous avez une demi-seconde pour mettre au moins un petit pouce positif, je vous remercie, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très très belles lectures, prenez soin de vous, à bientôt.